Allez, on va commencer. Je vais vous parler des différents travaux qu'on a conduits sur le diagnostic des abcès cérébraux depuis quelques années. Et vous verrez qu'on a ici une habitude d'une part, de sans arrêt essayer d'améliorer nos capacités diagnostiques et puis aussi une habitude de détourner certaines technologies pour faire du diagnostic microbiologique. On a parlé pendant le Covid du repositioning des molécules, et bien nous on fait ça avec les techniques diagnostiques. Vous allez voir qu'on a fait ça aussi pour les abcès cérébraux. Qu'est-ce que c'est qu'un abcès cérébral? C'est décrit comme une collection focalisée dans le parenchyme cérébral. Aux États-Unis, ça représente à peu près 0,3 à 0,9 pour 100 000 habitants par an, donc c'est pas non plus une rareté, c'est pas très fréquent, mais c'est pas une rareté. Ça survient essentiellement dans 70% des cas chez des sujets de sexe masculin. Et vous le voyez, ça survient chez des gens plutôt entre 18 et 60 ans, donc avec un âge moyen de 34 ans. C'est une pathologie potentiellement sévère, avec un taux de mortalité qui était initialement très élevé et qui, grâce à des progrès diagnostiques et progrès thérapeutiques, a progressivement diminué. Et c'est passé de 40% à 10%, ce qui reste quand même très élevé, en une cinquantaine d'années. Alors quand on regarde, j'ai fait une recherche PubMed simplement avec les mots-clés méningite, encéphalite et abcès cérébral hier. Et donc vous voyez que quand on tape méningite, c'est 123 000 hits. Quand on tape encéphalite, c'est 67 000. Et quand on tape abcès cérébral, on tombe à 11 000. Donc c'est un peu le parent pauvre du cerveau, des infections du cerveau, l'abcès cérébral. Probablement parce qu'il y en a moins que des méningites et des encéphalites, mais ça donne une idée aussi du nombre de gens qui travaillent dessus et de la capacité de ce qui reste à faire. Donc les abcès cérébraux, ils ont des origines multiples, par contiguïté, par traumatisme ou chirurgie, ou à l'occasion de bactériémie. Et quand on regarde la proportion de ces différentes sources, une source contiguë, c'est-à-dire une sinusite, une otite, un problème dentaire, c'est 20 à 50% des cas. Après, vous avez les causes hématogènes, traumatiques et post-chirurgicales qui représentent 20 à 35% des cas. Et en pratique, on retrouve assez souvent une association de certains micro-organismes avec certaines étiologies. Ce n'est pas 100% vrai, mais ça se reconnaît à peu près. Et par contre, il reste dans 10 à 35% des cas cryptogéniques, c'est-à-dire des abcès cérébraux dont on ne reconnaît pas, dont on ne trouve pas l'étiologie. Alors comment on essaie de faire le diagnostic microbiologique de ça? Parce que c'est important d'identifier le pathogène pour avoir ensuite un traitement spécifiquement adapté. Les hémocultures, elles seront positives que dans moins de 30% des cas, et essentiellement dans les causes d'origine hématogène, bien entendu. Donc on va avoir recours à une biopsie de l'abcès cérébral, mais qui sera stérile dans un nombre important de cas, jusqu'à peu près 2/3 des cas. Et du coup, le traitement il est le plus souvent empirique, c'est-à-dire de la chirurgie pour vider l'abcès, et puis une antibiothérapie à large spectre. La problématique de ça, c'est que ça va marcher dans peut-être 2/3 des cas, mais dans 1/3 des cas, ça ne marchera pas, parce qu'on ne sera pas adapté aux micro-organismes. Je prends l'exemple des tuberculomes, qui bien entendu nécessitent une antibiothérapie spécifique, mais ce ne sont pas les seuls, c'est pas la seule étiologie où il faut une antibiothérapie spécifique. Alors nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait sur les abcès cérébraux ce qu'on a fait sur tout un tas d'autres pathologies spécifiques, comme les endocardites par exemple. On fait des analyses systématiques, on fait de la culture en systématique, on fait des PCR en systématique, ciblant, alors là je vous ai mis ceux qu'on fait actuellement, c'est l'ARN16S pour toutes les bactéries, le 18S pour en particulier les levures, toutes mycobactéries, les mycoplasmes, Mycoplasma hominis et Phocium, parce qu'on s'est aperçu que ces deux espèces-là avaient un tropisme particulier pour le cerveau, Streptococcus intermedius, parce que c'est une des espèces de streptocoque qui a une surreprésentation dans les abcès cérébraux, et Methanobrevibacter smithii, qui est une archée qu'on va rechercher dans un certain nombre de pathologies, et notamment dans les abcès cérébraux, même si aujourd'hui on a une interrogation sur le rôle de ces archées dans les abcès cérébraux. Et puis l'anatomopathologie qui est systématique, puisque d'une part ça va aider à confirmer le diagnostic d'abcès microbien, mais aussi ça pourra éventuellement identifier une autre cause. Alors sur la base de cette stratégie,
Si on prend une série de 248 abcès cérébraux de 2005 à 2019, dont 125 avaient donc un agent identifié, vous voyez ce qu'on trouve? Eh bien, on trouve une multitude de micro-organismes, mais en particulier nocardia, bien sûr toujours chez des patients immunodéprimés, beaucoup de germes, enfin, beaucoup de cas polymicrobiens, des propionibacterium, acnes, des staphes dorés, et puis Streptococcus intermedius, vous voyez qui est la barre la plus importante, qui est ce streptocoque là qu'on a découvert en réalité comme étant un agent majeur d'abcès cérébral. Alors ça, c'est une analyse en composantes principales qui avait été faite par une de vos co-internes qui est Célia, et que Léa ici présente a fait également, et qui montrait des associations spécifiques entre certains micro-organismes et certaines étiologies. Alors il y a des cas où c'est à peu près calé. Le rond bleu en haut, ce sont les greffés, notamment les greffés rénaux, et 2, les immunodéprimés, et ça c'est associé à nocardia, très clairement. À droite, c'est les cancéreux qui ont certaines associations qu'on ne comprend pas forcément, et là on avait trouvé une association particulière avec certaines entérobactéries et les salmonelles. Et puis il y a des étiologies qui ont des flores à peu près communes, et là en l'occurrence c'était sinusite avec chirurgie et avec ampième. Bon, en dehors des deux étiologies spécifiques avec une flore particulière, on n'a pas trouvé, nous, d'association très très particulière. Alors comment est-ce qu'aujourd'hui on peut aller plus loin, une fois qu'on a fait tout ça, aller plus loin dans le diagnostic? Et donc ça c'est un travail qui est en train de mener Léa dans notre laboratoire. Et elle va combiner sur ces abcès cérébraux qu'elle va elle-même aller récolter directement au bloc opératoire de neurochirurgie, de la culture omique, de la microscopie électronique, de la métagénomique et de la génomique en temps réel. Alors pour cela, Léa a mis en place un kit. Ce kit, il est donné aux neurochirurgiens qui n'ont plus qu'à, une fois qu'ils ont fait leur prélèvement, injecter du pus de l'abcès cérébral dans un pot stérile qui va servir à la culture, et éventuellement à la microscopie électronique et à la biologie moléculaire, et puis de l'autre côté, un pot qui contient un milieu de transport qui va préserver les anaérobies, puisque c'était ce qu'on perdait en priorité en culture, le temps du transport. Grâce à ce milieu, on ne les perd plus, et donc ça, c'est envoyé donc, à l'IHU, et là-dessus, Léa fait de la culture omique, c'est-à-dire la culture omique, c'est de la culture dans des conditions diversifiées à la fois de milieu, diversifiées de conditions d'atmosphère, atmosphère de culture, de durée de culture et de température, et également de milieu. Et donc voilà ce qu'elle fait. Et donc ça, c'est actuellement en cours. Deuxième chose qu'elle a fait et qui est très innovant, c'est de passer les abcès cérébraux au microscope électronique. Alors ça fait maintenant quelques années que Didier Raoult a mis en place une collaboration avec Hitachi, qui dispose de microscopes électroniques de paillasse, qui sont, je ne sais pas si vous les avez jamais vus, mais pour ceux qui ne les ont pas vus, venez voir. On imagine un microscope électronique comme étant une énorme machine. Là, ce sont des machines qui font à peu près 50 cm de côté, c'est un gros cube de 50 cm, c'est absolument extraordinaire de résolution. Ça remplace le microscope optique. Et donc, elle a passé ces abcès cérébraux en microscopie électronique comme ça, très rapidement, avec, vous allez voir, différentes approches. La première approche, c'était les biopsies. Alors, les biopsies, c'est très décevant. Ça ne donne pas grand-chose parce que, bien sûr, on a ce qu'on appose sur la lame, et donc c'est assez peu informatif. Derrière, elle a utilisé les frottis. Les frottis, c'est pas mal, c'est mieux, mais ça reste aussi un peu pauvre. Et par contre, vous voyez à gauche, là, vous avez le cytospin, c'est-à-dire qu'il y a une étape de centrifugation. Et l'étape de centrifugation rajoute une concentration du prélèvement et des micro-organismes qui permet, vous le voyez là-dessus, de voir les micro-organismes directement. Alors, pour tenter de vous convaincre que ça marche bien, voilà un abcès cérébral dans lequel on avait par la suite cultivé Streptococcus constellatus, et on voit très très bien au milieu l'agglomérat de cocci. Ça, c'était une infection polymicrobienne dans laquelle il y avait d'un côté donc Streptococcus constellatus et un autre. Donc on voit les cocci là, qui sont entre les deux flèches, et puis à droite des bactéries qui étaient fusiformes, et quand on a derrière essayé d'identifier par biologie moléculaire ce qu'il y avait dans cet abcès, et bien on a effectivement amplifié Fusobacterium nucleatum. Ça, c'est Cutibacterium acnes, ce sont tous les petits bâtonnets blancs que l'on voit disséminés dans le champ.
Et ça, c'est Nocardia farcinica. Alors, c'était moins riche, mais on voit bien les bactéries qui sont présentes. Donc ça, c'est extrêmement intéressant, parce qu'en quelques minutes, et sans quasiment de préparation, si ce n'est une courte étape de centrifugation, on arrive à savoir s'il y a des micro-organismes dans l'abcès, et donc ça va nous donner des idées aussi sur ce qu'on doit chercher, et sur les moyens de le chercher. L'autre étape, c'est la métagénomique. Alors la métagénomique, vous savez ce que c'est essayer d'amplifier et surtout d'identifier dans un échantillon tous les micro-organismes qui s'y trouvent. Donc le premier travail qui avait été fait dans le laboratoire, il remonte à 2009. Il a été fait par un étudiant à l'époque qui s'appelait Mohamed Almasalma, qui était un garçon extrêmement courageux, parce qu'à l'époque, quand il a fait la métagénomique, c'était la métagénomique ciblée, c'est-à-dire qu'il amplifiait l'ARN 16S, il clonait tous les produits de PCR, tous les amplicons dans des clones à la main, et derrière il séquençait sans clone. Il n'y avait pas de séquenceur à haut débit pour le faire. Il faisait un par un, sans clone, par échantillon. C'était un boulot de dingue. Néanmoins, il a montré que cette méthode de métagénomique 16S avait une sensibilité accrue par rapport à la culture, de 80% versus 42%. Il a identifié 80 espèces bactériennes différentes, essentiellement des anaérobies et des bactéries non cultivées. Et surtout, il a montré que 56% de ces 80 espèces n'avaient jamais été décrites dans les abcès cérébraux. Donc un apport en termes de diagnostic qui était important. Et puis, l'autre enseignement de cette étude, c'était qu'il avait montré qu'il y avait plutôt, quand on avait un abcès cérébral associé à une otite, on avait plutôt une infection monomicrobienne, alors que les sinusites étaient plutôt associées à des abcès cérébraux polymicrobiens. Ça, c'est l'étude suivante qui est passée avec un changement de technologie. Ça, c'est une étude qui avait été conduite sous la direction de Michel Drancourt sur de la métagénomique totale, cette fois-ci, avec intervention de séquenceurs à haut débit sur 31 échantillons. Et là, vous le voyez qu'on passe à une échelle différente. On avait trouvé des bactéries dans 71%, les bactéries représentaient 71% des micro-organismes identifiés, essentiellement Procteobactéries. On avait trouvé des archées. C'est dans cette étude-là qu'on a trouvé le plus d'archées dans les abcès cérébraux. 22%, ça représentait 22% des micro-organismes identifiés, ce qui est énorme, avec des archées qui étaient plutôt associées avec des abcès dentaires ou des traumatismes maxillofaciaux. Et puis des virus. Et quand on était très très intrigué de trouver des virus, parce qu'on ne s'attend pas dans un abcès à trouver des virus, et en réalité, ce sont des phages des différents micro-organismes qui sont eux-mêmes en cause dans ces infections. Quoi qu'il en soit, dans cette étude, ce qui était important aussi, c'est qu'on a montré qu'il y avait une biodiversité dans la totalité des prélèvements, qu'il y avait souvent plusieurs micro-organismes associés. Alors ça, c'est le travail que Léa est en train de faire. Maintenant, elle a étudié 15 échantillons. Et malheureusement, ce qu'on voit, c'est intéressant parce qu'elle a identifié un certain nombre de micro-organismes qui sont vraisemblablement des pathogènes. Mais ce que vous voyez sur la colonne de gauche, c'est qu'on retrouve très très souvent Delphtia et on retrouve très souvent Bradyrhizobium, qui sont des contaminants. Des de ces techniques de séquençage à haut débit, parce que ce sont des pathogènes, des micro-organismes environnementaux qu'on retrouve dans l'eau, et quand on a de la flotte qui est contaminée, eh bien, malheureusement, on contamine toute la manip, et là, vous voyez que toute la manip a été contaminée. Néanmoins, on est passé à une étape suivante, c'est-à-dire qu'on a utilisé un autre séquenceur, une autre méthode de séquençage à haut débit qui s'appelle Oxford Nanopore, qui est fabriquée par une société qui s'appelle Oxford Nanopore, et la technologie dont vous avez peut-être entendu parler s'appelle Mignon ou Gridion maintenant, permet de séquencer des fragments très longs, et surtout dans un temps très très court, et d'avoir en temps réel l'identification de ce qu'on amplifie et de ce qu'on détecte dans les échantillons. Théoriquement, ce n'est pas du tout fait pour faire du diagnostic, dont on l'a détourné de son usage premier. Et donc Léa a testé pour l'instant 14 échantillons, et vous voyez les durées de run, ici, 30 minutes, 25 minutes, vous voyez, 18 minutes. Donc c'est très court, ça va très vite. Il y a un temps de préparation de à peu près 3 heures avant. Mais un séquenceur à haut débit classique, ça tourne en 48 heures. Là, il y en a, à tout casser pour 4 heures, toute la manip comprise. Donc c'est très très rapide et c'est extrêmement intéressant. Et donc si on prend par exemple cet échantillon-là, dans lequel on a identifié un staphylocoque, eh bien, le temps de run de ce truc-là est 23 minutes, pendant lequel on a sorti 200 000 reads. Bon, c'est bien, c'est très élevé. Et donc on voit qu'il
effectivement, très très tôt, la machine est capable, très très tôt dans la manip, les 23 minutes, c'est tout ça, hein, jusque-là. Très très tôt, après quelques minutes de run, la machine est capable de vous identifier le staphylocoque doré en cours. Donc c'est extrêmement intéressant, c'est très très rapide. Et quand on dispose de l'outil et de la technologie, ce qui est notre cas, ça permet de faire des diagnostics. Et à mon sens, on va développer et appliquer cette technologie à d'autres infections très rapidement. Et donc, pour terminer, l'identification qu'on a obtenue avec ce dernier outil, elle est correcte dans 7 échantillons sur 11 si le nombre de rides est supérieur à 100 000. Donc il faut avoir quand même une qualité d'échantillon au départ assez bonne, alors que c'était que 3 sur 7 s'il y en avait moins de 100 000. Bon, c'est pas significatif, mais on a pour l'instant peu d'échantillons, donc on a l'idée qu'il faut séquencer au moins 100 000 rides pour avoir quelque chose qui soit informatif. Et par contre, on a une concordance à 100% sur, bien sûr, 3 échantillons, mais il faut bien commencer, quand on compare la métagénomique totale, faite en technologie Illumina, et la métagénomique en temps réel, faite avec le grillon. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, qui est très prometteur, et qui, à mon sens, est un truc qui va être, qui est l'une des étapes clés avec la microscopie électronique dans les années qui vont venir. Voilà, je vous remercie.